Nous nous trouvons pour la 4e et l'avant-dernière convocation de la semaine du tribunal de l'actualité. Votre rendez-vous pour poser un regard critique sur l'actualité du lundi au vendredi. Vous le savez, nous sommes également accessibles à travers les plateformes Facebook et YouTube. Je suis Adam Khaled Ouedraogo, président de ce tribunal. Sur ce plateau, les juges au siège, Bernard Bougma, Geoffroy Vaha, bonjour et bienvenue. Bonjour, président Ouedraogo, bonjour, juge Vaha, bonjour, madame, monsieur. Bonjour, juge Bougma, bonjour, président, bonjour, auditeurs et téléspectateurs. Pour certains analystes, l'Afrique, pour amorcer son développement, doit repenser sa marche vers la modernité en intégrant ses valeurs culturelles. Et dans ce monde devenu village planétaire, quelle est la place de cette Afrique? Est-elle esclave ou maître du monde? Et comment envisager son lendemain? C'est ce que nous allons tenter de faire lors de cette convocation. Et à la barre ce matin, Dr Massamba Gueye, bonjour et bienvenue. Bonjour la Cour, bonjour Monsieur le Président, bonjour. Bonjour, bonjour. Alors, je rappelle que vous êtes écrivain, conteur, poète et également critique littéraire. Il faut rappeler que vous êtes manager et fondateur de la Maison de l'oralité et du patrimoine. Alors, tout cela, c'est à Dakar. Bonjour une fois de plus et bienvenue sur ce plateau. Je vous remercie et je remercie vos téléspectateurs et vos auditeurs et dis tout le plaisir que j'ai à répondre de manière matinale. Peut-être que les idées ne sont pas en place, mais que la Cour va être très clémente à son verdict final. D'accord. L'audition avec les juges, c'est tout à l'heure. Mais avant, nous allons ouvrir la première fenêtre de cette émission, les avant-propos. Alors, pour cette partie, nous allons donner la parole au juge Bougma. Qu'est-ce qui a retenu votre attention pour cette 4e et avant-dernière convocation de la semaine? Merci, président. Mon avant-propos, c'est la Côte d'Ivoire avec Guillaume Soro, qui écope de la condamnation à perpétuité, donc pour atteinte à la sûreté de l'État et puis tout ce qui va avec. Donc, c'est un Guillaume Soro qui, effectivement, est en exil aujourd'hui, mais aussi qui partage, qui est en train de vivre cette situation au moment où Laurent Gbagbo, qu'il avait combattu, lui est rentré en Côte d'Ivoire, accueilli triomphalement. C'est vrai que Gbagbo a d'autres priorités aussi à régler, mais en attendant, lui, il est rentré. Et c'est Guillaume Soro qui ne peut pas rentrer. C'est Charles Blé Goudé qui est en train d'attendre son passeport pour pouvoir aussi rentrer en Côte d'Ivoire. Donc, ces deux leaders-là qui attendent. Mais les sorts ne sont pas forcément les mêmes. Et on se rappelle qu'en 2003, et en marge du sommet de l'INAS Marcoussi, Gbagbo avait dit que Alassane Ouattara est un homme, et pardon, c'est Soro qui avait dit Alassane Ouattara est un homme de droit. Et donc, il n'y avait pas, et que tant qu'il n'est pas rétabli dans ses droits, il n'y aura pas de répit pour le pouvoir de Laurent Gbagbo. Le même Gbagbo qui avait prévenu à Guillaume Soro que sa force, ce sont les armes, et que le jour qu'il ne les aura pas, il devrait s'en inquiéter. Donc, effectivement, c'était aussi sa force. Vous avez les armes avec vous, vous avez suffisamment de force. Blé Goudé également avait écrit en pleine crise ivoirienne une lettre ouverte à Guillaume Soro qu'il avait fait publier sur les médias parce qu'il disait qu'il ne pouvait plus lui faire parvenir, lui disant de faire attention parce qu'il va être utilisé. Et la suite est connue pour ceux qui sont utilisés et qui ne semblent pas être fidèles à quoi que ce soit. Et donc, il avait toisé parce que, bon, ce sont des frères, la lettre c'était un tutoiement, il dit, bon, tu es en train de te tromper, et tout et tout. Donc, la suite, on la connaît. Et l'histoire a ceci, chose. Et puis, bon, nous sommes aussi en politique où les réalités d'aujourd'hui, d'hier ne sont pas celles d'aujourd'hui. Et ainsi vont les choses. Donc, aujourd'hui, c'est un Guillaume Soro ambitieux, qui a son calendrier, qu'on respecte, mais aussi pour le moment qui est meurtri, parce qu'il estime qu'il a été payé en monnaie de singe, qui estime que. Maintenant, la Côte d'Ivoire a besoin de tout cela, effectivement, pour guérir. Et ces trois bonzes, pour terminer, de la scène politique ivoirienne, des 30 dernières années, ont eu le temps aussi de fabriquer chacun un jeune qui ne fait pas mystère aussi de ses ambitions. Guillaume Soro fabriqué par Gbagbo et Alassane en même temps. Finalement, aujourd'hui, on ne sait pas de qui il est le maître, puisqu'en temps, il s'est relié à Bédié. Bédié qui a fabriqué Kakabé. Et puis, Gbagbo qui a aussi fabriqué, comment on appelle ça,
Blé Goudé. Donc chacun a son jeune qui normalement devrait pouvoir contribuer à ce que la Côte d'Ivoire puisse avancer avec cette jeunesse-là. Mais aujourd'hui, compte tenu des réalités du terrain, il y a des séparations, il y a ce qu'on vit, mais c'est aussi ça, les questions politiques, ou bien quand vous servez une rébellion, vous n'êtes pas forcément la cheville ouvrière, ce n'est pas aussi évident. Donc j'ai dit que c'était un coup dur pour Guillaume Soro et ses proches, pour tous ceux qui caressent le rêve, mais comme l'a dit Blé Goudé, il a des ambitions pour la Côte d'Ivoire. Il a un projet pour la Côte d'Ivoire, mais lui, ses ambitions et ses projets ne sont pas au-dessus de la Côte d'Ivoire. Donc il sait mettre maintenant du réalisme, parce qu'il dit qu'ici, il y a quelque chose que la prison lui a enseigné, c'est la patience. Je pense aussi que ça devrait sonner comme une piqûre de rappel à Guillaume Soro par rapport aussi à son projet qui légitimement doit aussi pouvoir se défendre. Donc c'était ça mon avant-propos. Merci, juge Bougma. Juge Var. Oui, merci, Président. Moi, j'aurai rapidement un avant-propos. Je vais peut-être rebondir sur ce que Bernard disait tout à l'heure. C'est très intéressant ce qu'il ressort concernant Kibafouri Guillaume. Mais en même temps aussi, quand on regarde les dernières décisions de justice et les personnes qui sont pour la plupart poursuivies par cette justice-là, on a le droit de se poser beaucoup de questions. Parce que pour peu que vous ne soyez plus en odeur de sainteté avec Alassane Ouattara, j'ai l'impression que vous êtes dans le collimateur de cette justice-là et vous en payez lourdement le prix. Lobognon, qui aussi a eu un verdict dans ces mêmes affaires-là, a été condamné, lui, pour avoir organisé un point de presse. Parce que Soro Guillaume devrait arriver. Et lui a passé 18 mois en prison. Il a été condamné à 17 mois, lui et quelques proches de Soro, donc il est relaxé. Donc c'est dans ce contexte-là, et ma foi, il y a un regard quand même à avoir sur cette justice-là, et puis beaucoup à redire. On a un invité, donc j'ai un deuxième avant-propos, je vais aller très rapidement. C'est concernant le Gabon, qui hier rencontrait la secrétaire générale de l'OIF, donc francophonie, Moshiki Abo, bon, le nom est un peu compliqué, voilà, et discuter évidemment de la dynamique nouvelle qui est celle de ce pays-là, le Gabon, de rejoindre le Commonwealth. Étant entendu que le président gabonais, lui aussi, avait rencontré il n'y a pas longtemps la secrétaire générale du Commonwealth. Et vraiment, il y a un Gabon qui est en train de toquer à la porte. Je pense que notamment le mois de juin peut être très décisif pour cela. Ce Commonwealth, c'est quand même un marché de 2 milliards, quoi qu'on dise, en termes de population, donc d'accès. Donc c'est très intéressant pour les populations qui sont en train de toquer à cette porte. Et puis, c'est quelquefois aussi pour certains vu comme une façon d'affirmer ça, avec qui on veut maintenant discuter et à qui on veut s'ouvrir. On avait évolué dans la question des précarés, et pour certains, on voit une Afrique en train de bouger, à s'affirmer avec qui elle veut continuer on va dire d'être à l'aise, de coopérer. Et regardez la façon dont le Gabon se positionne. C'est une voie qui a été ouverte par le Rwanda un peu il y a longtemps. C'est ce qui est un peu, je dirais pas risible, mais ça fait un peu sourire. C'est que celle qui rencontre le président gabonais, elle-même, secrétaire générale de l'OIF, dans son pays, ils ont fait le choix de commencer à parler anglais. Donc, c'est la porte ouverte. Et il y a maintenant le Gabon qui est en train de s'y engouffrer. Il y a le Togo qui est en train de s'y engouffrer. Donc, je pense que c'est intéressant. Étant entendu que quand on parle des Commonwealth, c'est les anciens précarés britanniques. Mais je dis aussi, il faut savoir raison garder et être clair. Il n'y a pas à se gargariser de quitter un maître pour un autre. Il faudrait qu'on comprenne que c'est peut-être la façon affirmée de ce que nous puissions coopérer aujourd'hui avec qui on veut et être à l'aise. Et là, pour moi, c'est ce qui est intéressant. Merci, messieurs les juges, pour ces différentes clés de lecture et mots introductifs. Nous allons rentrer dans le vif du sujet. Je l'ai dit, notre convoqué du jour est Dr Massamba Gueye. Alors, il est notre convoqué du jour. Il est chercheur, il est écrivain, conteur, poète et critique littéraire. Il est manager et fondateur de la Maison de l'oralité et du patrimoine au niveau de Dakar. Merci d'être venu une fois de plus et merci d'avoir honoré notre convocation. Merci, et je remercie aussi les juges pour la pertinence de leur introduction et aussi l'acuité des sujets dont ils ont traité.
et qui sont des sujets qui nous touchent directement. Donc merci du fond du cœur de m'avoir permis aussi d'écouter ces analyses très pertinentes, mais surtout très posées et qui ne portent aucun jugement de valeur. Alors, nous allons parler de l'Afrique, sa place, son apport dans ce monde devenu village planétaire, comme je l'ai dit en introduction. Mais avant, nous allons parler un peu de généralité. Je l'ai dit, vous êtes expert en art oratoire. Votre dernier ouvrage également traite de la question là, art oratoire, autorégénérescence du conte. Déjà, première question, quelle est la place de l'oralité dans un monde aujourd'hui dominé par les technologies de l'information et de la communication? Ma réponse va être très bizarre, si vous le permettez, Monsieur le Président. Je n'ai pas d'avocat, donc je vais porter ma propre robe. Il n'y a pas de souci. Aujourd'hui, je pense que les réseaux sociaux comme WhatsApp nous ont montré la force de l'oralité. Et WhatsApp, par exemple, je ne fais pas de la publicité, mais a créé ce qu'on appelle un nouvel équilibre. Avant, il n'y avait que les intellectuels qui pouvaient s'échanger des messages écrits par la téléphonie. Aujourd'hui, ma vieille tante, dans mon petit village à Koki, est capable de m'envoyer un message audio pour me demander ce que je fais ici, à Ouaga. Donc, il y a un retour de l'oralité. Il y a un retour de l'oralité. Et moi, déjà, quand je faisais ma thèse à l'université sur l'oralité, j'expliquais cela. Je disais, attention, les outils que nous avons aujourd'hui, ce que j'appelle les espaces outils, sont des opportunités pour que le patrimoine oral africain puisse fournir du contenu. Et l'oralité aujourd'hui fonctionne très bien. Nous avons l'oralité urbaine et l'oralité classique. Cette oralité urbaine est portée par le hip-hop et portée par le slam. Et quand on parle d'oralité en Afrique de l'Ouest, on est toujours bloqué dans ce que M. le juge disait, cette vision ancienne et coloniale. Il y a des formes d'oralité aujourd'hui. Combien est-ce qu'il y a de slammeurs ici à Ouaga? Combien est-ce qu'il y a de conteurs comme KPG qui portent une forme d'oralité moderne? Donc l'oralité est très prégnante et nous savons bien que nos échanges sont plus des échanges oraux que des échanges écrits. Le constat, il est fait. Hein. Aujourd'hui, au Sénégal, on est sur un projet qui s'appelle Khamsedem Khamsatay en Wolof, qui dit « Connais ton passé pour maîtriser ton présent ». C'est une série de podcasts, 50 podcasts sur l'histoire générale du Sénégal. Et on a constaté que les livres sur l'histoire générale du Sénégal ne sont pas lus. Mais dès que les podcasts ont été mis en place, on a des retours par milliers et par milliers. Donc je pense que l'oralité se porte très bien et est arrivé à s'adapter aux nouveaux espaces et que les espaces-là, Internet, tout ça, ce sont des outils qui ne tueront jamais l'oralité. Alors avec la mutation socio-économique, il y a beaucoup d'éducateurs qui disent que l'éducation en Afrique est en crise. Alors ce que beaucoup reconnaissent. Alors quelle peut être aujourd'hui la contribution de l'oralité, notamment le conte, au niveau de l'éducation en Afrique? Mais moi, l'exemple que je peux vous donner, c'est ce qui se passe dans ce pays-là, qui est exceptionnel au Burkina et qui passe peut-être sous le nez de beaucoup d'intellectuels. Le Burkina vient de boucler un projet qui s'appelle le conte à l'école, porté par des conteurs qui sont allés dans des établissements, qui ont apporté le patrimoine et qui ont permis aux élèves d'écouter et d'écrire. Et ils ont publié un livre, des élèves de 11, 12, 13 ans, l'année dernière. J'ai eu l'honneur de faire la préface de cet ouvrage-là. Mais pourquoi est-ce que je le cite? C'est que parallèlement, au même moment, on s'est rendu compte que pendant la crise Covid, dans des pays comme le Sénégal, ils se sont rendus compte que pour que les enfants puissent apprendre à la maison, il fallait des programmes qui les accrochent entre les leçons. Et ce programme-là, ils n'ont trouvé rien de mieux que de nous demander de produire des émissions de contes, mais des contes axés sur l'éducation. Et même les grandes chaînes internationales ont eu pendant toute la période Covid un tampon de contes à l'intérieur des programmes d'enseignement pédagogique. Donc, nos enfants ne vont plus dans les bibliothèques. Et la crise de l'école, c'est une crise de culture générale. Et la crise de culture générale vient du fait que l'accès aux livres est problématique parce que quand l'enfant lit le livre chez lui et qu'il est bloqué et que sa maman ou son papa n'a pas un niveau de culture ou de lecture, l'enfant ne peut pas être aidé. Mais une fois que le programme est mis à la radio, une fois qu'il est mis à la radio et que l'enfant écoute, il peut, si sa langue maternelle est convoquée, demander et requérir l'aide de ses parents. Donc on a ce qu'on appelle un décloisonnement de l'espace du savoir à travers ces nouvelles formes d'oralité et ces nouvelles stratégies. Donc la crise de l'éducation peut être résolue de cette manière-là. Il y a des programmes qui sont en cours. Moi, je préfère toujours parler des actions qui sont menées. Aujourd'hui, on a un programme qui s'appelle Les Voix du Livre. Il s'agit, chaque samedi, de mettre des ateliers en place, de convoquer des enfants de la banlieue qui n'ont pas accès aux livres et de leur dire, prenez une page
et apprenez la page 4 ou 5 phrases et venez nous dire cela. Dès qu'ils ont le plaisir de dire ces pages-là, ils retournent pour lire la suite. Donc, on peut faire ce que j'appelle le voyage de l'oralité à l'oralité en mettant en valeur l'écrit. La crise de l'éducation va passer forcément par une ouverture de nouvelles stratégies et pour cela, il faut qu'on pense d'abord oralité pour aller vers l'écrit et comme ça, on va stabiliser les savoirs. Monsieur le juge, nous sommes dans les questions de généralité. Oui, effectivement, l'oralité a été aussi présentée comme l'une des faiblesses de l'Afrique dans la transmission des savoirs ou le legs à la nouvelle génération par rapport au quotidien, que ce soit dans le domaine de la science africaine, dans le domaine de la santé. C'est oral, ce n'est pas écrit. Et après, il y a peut-être quelqu'un qui refuse de dire ou de tout dire et puis qui s'en va, qui part dans la tombe avec tout ce savoir-là. Donc, alors aujourd'hui, vous dites que c'est vrai qu'avec les nouvelles technologies, il y a une façon effectivement de faire, mais ça a été présenté comme une des faiblesses au niveau de l'Afrique, qui fait que pour certains, l'Afrique n'a pratiquement pas d'histoire, certains le disent, alors que non, ce n'est pas ça. Donc il y a cette réalité aujourd'hui. Quel est le regard que vous avez par rapport à ce qui est présenté comme faiblesse de l'Afrique? Mais moi, j'ai un regard très décomplexé. Et moi, je l'ai dit, je fais partie de ces étudiants qui ont fait toutes leurs études en Afrique de l'Ouest, qui n'ont pas été allés dans les écoles occidentales. Donc, je n'ai aucun complexe. Je n'ai aucun problème par rapport à ce discours-là que j'ai entendu plusieurs fois. Mais ce qui me fait sourire, c'est qu'aujourd'hui, ceux qui prétendaient que l'Afrique n'a pas d'histoire, ceux qui prétendaient que l'Afrique n'est pas entrée dans l'histoire, ces mêmes personnes se reposent sur l'archéologie pour écrire leur propre histoire. Et c'est quoi l'archéologie? Aller faire des fouilles pour prouver que le fer a été ici fondu 8 siècles avant la naissance de Jésus-Christ. Où est-ce qu'ils sont allés chercher ces informations? C'était écrit où? En quoi l'archéologie porte-t-elle sur l'écrit ou sur les récits? On fait dire aux objets des choses orales d'abord avant de les consigner par l'écrit. Et ceci a été créé par ce que j'appelle l'école du complexe. L'école du complexe est très intelligente. Elle va vous dire, OK, dans telle famille, ils n'ont pas transmis leur savoir en médecine, excusez-moi, mais s'ils n'ont pas transmis, ça s'est perdu. Quel est aujourd'hui le pays au monde qui a donné sa licence par rapport au vaccin anti-Covid? Eux, ils ont des brevets. Ils ont breveté tout leur savoir et ils le tiennent. Et est-ce que nous, on a accès à leurs brevets? Et en quoi on voudrait présenter le chercheur africain, spécialiste d'un domaine de la santé, qui le transmet dans un cercle réduit pour conserver ce savoir-là, en quoi est-ce que ça, c'est nul? Alors que le brevet aussi est une protection du savoir qui n'est pas donnée à tout le monde. Aucun pays africain aujourd'hui ne peut faire le vaccin anti-Covid. Parce qu'il y a des groupes pharmaceutiques qui les tiennent. C'est exactement la même image. Donc la transmission par oral n'a jamais été un frein. Il n'a jamais été au frein, parce que s'il avait été un frein à un moment, aujourd'hui, on ne peut pas expliquer comment le Sénégal peut être en mesure d'écrire son histoire sur au moins 7 siècles. Je pense que pour moi, c'est un discours qui n'a jamais porté. Et ce discours n'a jamais porté parce que l'Afrique est un pays est une zone de l'oralité, mais l'Afrique a donné naissance à l'écriture. Il ne faut pas qu'on nous raconte des contes vérités sur l'histoire de l'Afrique. Nous ne sommes pas un peuple sans écriture. Nous sommes un peuple qui a toujours consigné ce qu'il a fait par écrit, à moins qu'on veuille éclater l'Afrique, excusez-moi, en deux parts, qu'on ait une Afrique voulue par un groupe et une Afrique où on extirpe tout ce qui est patrimoine scriptural. Et vous allez par exemple dans des zones comme la zone Bantou. Quand vous évoquez le passé de la zone Bantou, aussi loin que remontera la mémoire, on vous racontera les mythes cosmogoniques. Vous regardez par exemple, vous allez à la frontière du Sénégal et du Mali. Vous regardez la manière dont on dessine, les femmes dessinent les cases, vous y retrouvez des messages qu'il y avait il y a plus de 800-900 ans. Donc la transmission orale n'est pas une transmission à perte de sens. Seulement un cercle d'initiés a accès à un savoir, un autre cercle n'y en a pas. Tout le monde n'est pas journaliste. Et le savoir journalistique ne se transmet pas à l'antenne. Il se transmet dans des écoles de formation. L'Afrique avait des zones de formation. Et ceux qui étaient dans ces zones de formation accédaient à ce savoir-là. Et je suis parfaitement d'accord avec vous qu'on nous a
présenter qu'en Afrique, un vieillard qui meurt est une bibliothèque qui brûle, mais ce qu'on oublie, c'est que ce vieillard n'est jamais isolé. Il est dans une chaîne de formation et avant même sa mort, la transmission est déjà effective au niveau de la famille. Donc pour moi, l'oralité n'est pas la faiblesse de l'Afrique. La faiblesse de l'Afrique, il faut la chercher ailleurs. Et l'écrit n'est pas le domaine de l'Occident. L'Occident est venu à Constantinople. Le sang est venu du moins à Alexandrie. L'Occident a volé la bibliothèque d'Alexandrie. L'Occident a brûlé la bibliothèque d'Alexandrie. Et les plus grands chercheurs, que ça s'appelle Platon, que tous ont montré dans leurs écrits cachés qu'ils sont venus faire leurs études en Égypte et nous n'avons pas de complexe par rapport à ça. Pour moi, l'oralité n'a jamais été un frein. Et ceux qui disent que l'Afrique n'est pas entrée dans l'histoire en citant l'enfant noir de Kamaralai ont ignoré que l'enfant noir de Kamaralai est une fiction et pas la réalité de l'Afrique. Ok. Juva. J'aurais deux questions comme dans les généralités. Je vais m'intéresser au conte, qui est aussi une bonne expression de l'oralité. Le conte, on sait que c'est à la base aussi une pratique, on va dire, sociale. Aujourd'hui, à la réalité, c'est devenu comme un art de scène, beaucoup plus. C'est une adaptation scène ou bien on risque de se perdre là-dedans? Il y a ce que j'appelle le triptyque. C'est-à-dire que, vous savez, le patrimoine immatériel a ceci de particulier. Lorsque vous lisez la Convention 2003 de l'UNESCO, signée par tous les pays qu'on appelle les États parties, nous sommes tombés sur une définition commune. C'est-à-dire que le patrimoine culturel immatériel n'est pas humiliable. Il bouge. Il est vivant. Il est ce qu'on a fait en 2021. Le conte est le seul genre démocratique des genres oraux. Tous les autres genres sont liés à un instrument ou à une famille. Quand vous prenez les mythes dans toutes les grandes communautés, il y a des groupes spécialisés à dire les mythes, parce que le mythe est lié à la religiosité. Quand vous prenez les légendes, la légende est liée à un instrument, la kora, le mvet, la flûte. Et l'acquisition de l'instrument prend du temps. Mais le conte, lui, pouvait être dit par tout le monde. Il n'y a pas de classe d'âge, il n'y a pas de sexe, tout le monde peut dire le conte. C'est pourquoi, en urbanité, c'est le seul genre qui a survécu à partir du triptyque adoption, adaptation, appropriation. Que fait le conte? Le conte voit les espaces urbains modernes et rentre dans la télévision, rentre dans la radio. Ici, le Raleigh Naba, pendant 30 ans, dans sa cour, a porté le conte à la radio tous les mardis. Tous les mardis. Et pendant des années et des années. Mais les autres genres n'ont pas pu le faire. Le conte a compris très rapidement, dès que l'espace central de la maison a éclaté, dans les zones urbaines, avec des maisons à 200 mètres carrés, des maisons à 150 mètres carrés, l'espace intérieur où on transmet la parole disparaît. Ben, le conte est rentré dans la radio, le conte est rentré dans la télé. Une fois que le conte est rentré, il est devenu un art du spectacle. Maintenant, le conte art social et le conte art du spectacle, c'est totalement différent. Parce que quand le conteur est dans une situation sociale, il produit un discours, il est dans l'immédiateté du discours et le public contribue à la construction de son histoire, interagit avec lui, l'arrête et réoriente son texte. Alors que quand il est dans l'art du spectacle, il a construit son spectacle et le régisseur de l'autre côté, par la lumière, par la magie du son, définit la qualité de voix et définit l'intensité du spectacle. Parce qu'il n'est pas le maître avec sa voix seulement. C'est pourquoi je pense que c'est une aubaine aujourd'hui que des conteurs professionnels aient pris ce patrimoine, parce que la sauvegarde du patrimoine, et ça c'est la deuxième définition, sauvegarder le patrimoine oral, c'est le rendre vivant et le transmettre. Si aujourd'hui on a des conteurs professionnels qui le portent, c'est tant mieux, parce que autrement, est-ce qu'ils ne seraient pas disparus? Avons-nous le temps de dire des contes à nos enfants dans nos maisons? Connaissons-nous déjà les contes de notre patrimoine? Nous, les couples modernes, les jeunes couples modernes en urbanité qui vivent dans des appartements, connaissons-nous des berceuses pour nos enfants? Donc, s'il y a des conteurs professionnels, je pense qu'il y a une perte sur l'aspect social, mais au moins, on a une adaptation et une transmission pour que cela ne disparaisse pas. J'ai dit j'avais deux. Vous me corrigez si je me trompe. Vous avez été conseiller culturel de Macky Sall? Je suis conseiller technique à la présidence de la République. Je suis fonctionnaire de l'État du Sénégal. Voilà. J'ai été chef de la division communication. J'ai été directeur général du Théâtre national Daniel Sorano. Actuellement, je suis affecté au Palais comme conseiller technique à la présidence de la République. C'est bien, c'est ça la fonction officielle. En Afrique, on parle de conseiller de Macky Sall. Non, c'est conseiller technique à la présidence de la République, où il y a comme président le président Macky Sall. C'est intéressant parce que la question que je voulais poser, moi, c'est que vous transpirez tout ce qui est
culture africaine. Quand vous en parlez, vos yeux ils brillent comme ça. Mais est-ce que nous, nos États, ce chapitre-là, on en fait quelque chose d'essentiel? Même quand vous voyez les ministères de la Culture et autres, bon, c'est des ministres qui viennent compléter les autres ministres du gouvernement presque. En matière de politique, on ne sent pas la chose en termes de perception d'une richesse qu'on a et qu'on devrait valoriser. C'est quelque chose que vous ressentez aussi? Ah mais oui, mais ça, il faut être honnête. Aujourd'hui, je pense que le grand problème de l'Afrique, c'est que nous gérons nos États avec les yeux d'emprunt. Nous gérons notre quotidien avec des cultures d'emprunt. Nous ne sommes pas nous. Tout ce que nous faisons, c'est presque simiesque. Notre mode de gouvernement, notre gestion des biens publics, tout est copié sur l'Occident. Même ceux qui veulent faire partir ceux qui sont là, ils ne nous proposent pas, ils ne proposent que des modèles qui viennent de l'Occident. Donc la culture, ce qu'on appelle la culture en Afrique, le grand problème, c'est que la culture dans les années 70 était mieux financée qu'aujourd'hui. Parce qu'on confond les manifestations culturelles de la culture. La culture, c'est notre façon de vivre, notre façon de marier nos enfants, notre façon de transmettre notre savoir, notre façon de construire nos écoles, notre façon de faire notre habitat. C'est ça la culture. La culture, c'est plus profond que des concerts et des soirées de spectacles de contes. Ça, ce sont des manifestations culturelles. Malheureusement, les politiques de développement culturel en Afrique reposent plus sur le financement des spectacles de culture que sur les fondations culturelles qui sont les bases de la construction du rapport à l'autre et du rapport à la nation. C'est pourquoi il faut bien qu'on comprenne qu'investir dans la culture, c'est qu'investir dans un modèle de citoyen. Qu'est-ce que nous voulons avoir comme citoyen au bout du processus? Malheureusement, on réfléchit toujours en termes d'impact culturel et on ne met pas d'argent dans la culture. Et il n'y a aucun pays qui peut se développer en passant à côté de sa culture. Tant qu'on continuera à mettre beaucoup plus d'argent dans les infrastructures, sans que les gens aient la culture de ces infrastructures-là, on aura beaucoup plus d'accidents. Les routes vont être plus belles, les voitures plus rapides, mais les gens n'auront pas une culture. La culture, elle est le soubassement du fonctionnement de la conscience citoyenne. Malheureusement, comme vous le dites, la culture est le parent pauvre de tous les gouvernements africains et c'est quelque chose pour lequel on va se battre pour que ça se rétablisse. D'accord. Alors, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Déjà, je vais prendre un bout de vos propos. Vous l'avez dit. Quelqu'un l'avait dit au Sénégal, chez vous, que le drame de l'Afrique, c'est que l'homme noir n'est pas assez rentré dans l'histoire. On se rappelle, ce discours-là avait créé, je dirais, l'indignation sur le continent africain. Après l'émotion, qu'est-ce qu'on fait pour que l'Afrique prenne la place qui est la sienne? Non, l'Afrique a déjà sa place. Moi, je ne rentre pas dans ce discours-là. Ce n'est pas quelqu'un qui a mal appris ses leçons, à qui son grand-père a appris qu'il est le monde, qu'il domine le monde. Mais lui, il est venu avec la vision de ses grands-pères. Il est venu avec une vision raciste. On lui a enseigné ça. Moi, je ne parle pas de ce qu'il a dit. Ce qu'il a dit ne m'intéresse pas parce qu'avant lui, Cheikh Anta avait dit que l'Afrique était le berceau de l'humanité. Est-ce que je vais parler de ce que Cheikh Anta avait dit? Est-ce que je vais parler de ce que Kizerbo avait dit? Ou de ce qu'un homme on avait fait écrire un bout de phrase? Non, ce qu'il a dit n'existe pas. Maintenant, comment faire pour que l'Afrique pèse de son poids dans la marche actuelle du monde? Ça, c'est cette partie de votre question, moi, qui m'interpelle directement. On ne discute pas de qui a fait le monde. Si on regarde les 18 plus grandes inventions qui ont fait avancer la technicité au monde, au moins les 9 sont portées par des Africains. Au moins, les 9 sont portées par des Africains. Vous allez en France, vous prenez la littérature française du 19e siècle. Lesquels d'entre nous, Africains, savons qu'Alexandre Dumas était un noir? Lesquels d'entre nous? On nous a appris Alexandre Dumas à l'école, mais on ne nous a jamais enseigné qu'il était noir. Vous ne vous étonnez pas qu'on ne nous a jamais montré sa photo, alors qu'on vous a toujours montré la photo de Molière et des autres, parce qu'il était noir, de sang noir. Donc la grande question aujourd'hui, c'est comment faire pour que, comme vous l'aviez évoqué tout de suite sur les institutions internationales, la position de l'Afrique ne soit pas une position déléguée. Cela n'arrivera, l'Afrique n'arrivera à représenter un poids dans le monde que aucun des États dessinés par la colonisation, dessinés sur la table de Berlin, n'a les moyens de porter la voix de l'Afrique. L'Afrique gagnera la Coupe du Monde le jour où on aura une équipe africaine, comme on a une équipe américaine, comme le Brésil en tant que continent a une seule équipe. Imaginez au temps de des grandes compétitions. Si on avait dans une seule équipe Samuel Eto'o, El Hadji Diouf, Didier Drogba, vous imaginez cette équipe de l'Afrique-là?
quelle équipe du monde aurait pu s'opposer à... Imaginez l'Afrique d'aujourd'hui, avec Mo Salah, avec, vous prenez Sadio Mané, avec d'autres Burkinabés. Une seule équipe de l'Afrique peut gagner la Coupe du Monde. Une seule équipe économique de l'Afrique peut porter l'économie du monde. Mais nous avons des économies éclatées, nous avons des frontières héritées, et l'Afrique ne comptera que lorsque l'Afrique sera unie. Et ça passera par un redéploiement des zones, non pas administratives, mais en zones culturelles. Nous avons un espace comme le Mandé que nous partageons tous. Tous ces pays avec le cousinage à plaisanterie. Mais on a la même histoire. Pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas juste des CEDEAO, des UEMOA, mais des groupes comme ça déjà, et après, on ira vers une économie. Mais l'Afrique, tant qu'elle sera morcelée comme ça, sera faible, exploitée, et vous connaissez bien la théorie des grands chasseurs, lorsque vous voulez tuer un animal, vous l'isolez du groupe et vous l'abattez. Et c'est ce que le monde est en train de faire avec nous. D'accord. Monsieur le juge, où il va? Justement, ce que vous dites est très intéressant. On sent qu'il faut être riche de ses spécificités, mais aussi riche du dénominateur commun qu'on a ensemble. Et c'est dans ce partage-là qu'on arrive à avancer. Mais vous dites bien aussi que, à la réalité, on est devenu, je ne dirais pas clivant, mais chacun a son intérêt qu'il défend. Moi, je prends un exemple simple. Il n'y a pas longtemps, on parlait de la question de l'éco, une nouvelle monnaie voulue dans un espace, parce qu'on sait ce que c'est que la monnaie pour des économies, c'est un levier aussi pour réguler. Mais regardez comment on a du mal à s'entendre. Parce que chacun aussi, à l'intérieur, a ses intérêts. Chacun aussi, à l'intérieur, défend un peu sa case. Je dis, dans le processus qui est celui du partage, où la case de l'autre, lorsqu'elle brûle, est plus importante que la nôtre, quand est-ce que ces valeurs-là ont commencé à péricliter chez nous? Parce que lorsqu'on parle de cette Afrique qui doit retrouver sa place, c'est retrouver ces valeurs-là que nous n'avons plus. Quand est-ce qu'elles sont parties? Qu'est-ce qui s'est passé? Comment est-ce qu'on peut les retrouver? Il s'est passé que lorsque la colonisation est finie, nous avons continué l'histoire, mais nous n'avons pas poser la question où est-ce qu'on s'était arrêté avant notre rencontre avec le monde. Si on s'était posé cette bonne question-là, on se serait dit, mais quelle serait la place du Moronaba réellement? Est-ce que ce serait une place telle qu'occupée aujourd'hui, qui est prestigieuse, belle, ou est-ce qu'elle aurait dû être une place de décision? C'est parti à partir du moment où on a décidé que nos langues africaines n'existaient pas, et que pour exister, pour avoir un salaire, il fallait parler la langue occidentale. On a marginalisé des savoirs traditionnels, on a marginalisé un mode de fonctionnement, et un groupe élite intellectuelle a accaparé tout et a organisé nos États en fonction de ce qu'ils savaient faire. Ce que je ne le reproche pas, mais un enfant ne pleure pas pour un jouet dont il ignore l'existence. Et c'est parti à partir de ce moment-là. À partir du moment où on a décidé que les langues africaines n'étaient pas des langues de savoir, on a décidé de ne pas enseigner ces langues-là, la minorité a dominé. Et la minorité tient les États, et la minorité tient le business, et la minorité tient les affaires. La tendance est inversée à partir des années 70 en Afrique de l'Ouest, quand il y a une grande sécheresse et qu'il y a une grande urbanisation, et que les gens sont venus en ville. Ils ont accaparé les marchés, ils sont partis de marchands ambulants à économistes et aujourd'hui ils portent l'économie. Est-ce qu'on a besoin aujourd'hui au Burkina d'être titulaire d'un grand diplôme pour être milliardaire? Non, c'est parti de là. C'est parti de là et la rupture elle a été posée aux indépendances. On n'a pas écouté suffisamment Cheikh Anta Diop et si on l'avait écouté suffisamment, on aurait compris qu'il fallait de nouvelles bases, réfléchir notre rapport au monde. Et les grandes unités dont vous parlez, aujourd'hui, je viens du Sénégal, j'ai fait un test Covid, j'arrive au Burkina, je dois faire un autre test Covid. Aujourd'hui, l'Europe a réglé cette question. Vous avez un passeport santé, etc. Mais pourquoi est-ce que nous, on continue à être héritiers de ces frontières qui ne me disent rien du tout? Ces frontières nous parlent, nous, en tant qu'intellectuels, mais ne parlent pas aux populations. Et vous savez ce que font les populations aux frontières? Quand on doit payer les impôts au Sénégal, ils vont en Gambie. Quand on doit payer les impôts en Gambie, ils viennent au Sénégal. Parce que c'est la même famille, coupée par une ligne imaginaire. Ce sont les frontières qui sont notre problème. Tant qu'on n'écrasera pas ces frontières héritées de Berlin, on continuera à dire ce qu'on voudra. Mais notre développement connaîtra du retard. Ça, je vous le dis. Mais en même temps, on vit un genre de, comme dirait l'autre, un genre de concomitance des temps. On a la réalité d'aujourd'hui avec les valeurs qu'on cherche à rattraper, avec ce qui nous détermine, qu'on cherche à retrouver, mais dans un monde qui est en train d'évoluer et qui a ses réalités. Comment on les retrouve, ces valeurs-là? C'était ma deuxième question. Moi, je ne parle pas de retour aux valeurs. Hein. Moi, dans tous mes propos, je parle de recours aux valeurs.
Recours aux valeurs. À quoi faut-il recourir? Dans une société éclatée où personne ne connaît son voisin, dans certains quartiers de Ouaga, dans la réflexion autour de l'urbanisme, comment reconfigurer ces espaces-là pour qu'il y ait un peu plus d'humanité? À quoi faut-il recourir? Mais pour le faire, est-ce que l'architecte africain est formé à comprendre comment fonctionne un bara dans l'espace du Mandé? Si lui-même ne sait pas ce que veut dire l'espace public, le bara, quelles étaient ses fonctionnalités et qu'est-ce que cela a apporté au développement humain et quelle était la valeur ajoutée au niveau économique pour ces jeunes-là, lui-même ne peut pas le proposer. Donc c'est pourquoi je suis d'accord avec vous. Quand on parle d'évolution du monde, est-ce qu'on parle d'européanisation ou d'évolution propre à l'Africain? Parce que je ne veux pas qu'on confonde les deux termes. Ce n'est pas parce qu'on s'habille comme un occidental, qu'on mange à table, qu'on est plus évolué que le paysan qui est dans son village et qui applique des techniques agraires modernes dans son champ. Malheureusement, la modernité signifie l'européanisation. Et l'européanité n'est pas une modernité, c'est des singeries, des méthodes que nous ne maîtriserons jamais. Nous aurons beau ressembler à l'occidental, foncièrement quand nous rêvons et quand nous avons peur, nous redevenons foncièrement qui nous sommes. Donc comment recourir à notre passé, mais pas comment retourner à notre passé. Ok. Juge Bougouma. Oui, maintenant, quel sursaut est-ce qu'il faut faire? Parce que dans ce monde, ce n'est pas que des Africains n'ont pas tenté. Je pense à François Tombalbaye, à un moment donné, qui est devenu Ngarta Tombalbaye, Fort Lamite qui devient N'Djamena, et puis qui revient avec l'initiation traditionnelle du Yondo, on connaît la suite. Au Burkina, on a eu Thomas Sankara qui est venu, qui dit, bon, maintenant, ce n'est plus Haute-Volta, c'est le Burkina Faso. Les habitants vont s'appeler les Burkinabés. L'hymne national, ça va être le Ditanier. Et puis, Burkina Moré, Faso en Bamara. Maintenant, ce n'est pas qu'en Afrique, les gens n'ont pas tenté. Mais quel sursaut est-ce qu'il faut faire pour pouvoir tenir? Parce que ces gens-là n'ont pas fait un retour, comme vous l'avez dit. Ils ont fait un recours aux valeurs culturelles, déjà par les dénominations, pour que l'identité culturelle soit affirmée. Mais on connaît également les fortunes par lesquelles ces messieurs sont passés. Alors, quel sursaut? Mais monsieur le juge, toutes ces belles propositions de ces grandes personnalités qui sont des références pour nous, est-ce que ces propositions ont eu le courage de substituer les langues occidentales et de remplacer et d'enseigner nos langues maternelles? Alors, je répondrai avant que vous ne continuez, même si, en général, je n'aime pas répondre aux questions des invités. Pas que non pas, mais c'est un processus qui n'est pas terminé. Thomas Sankara a fait 4 ans. Quand Tombalbaye a commencé, en quelques années aussi, ça finit parce qu'il a voulu rompre avec la France et Israël et se replier sur la Libye et le Soudan. Donc, c'est ça aussi, c'était ça. Donc, c'est pas que c'est un processus qui n'a pas abouti parce qu'ils ont été stoppés aussi dans leur élan. Donc le sursaut, il est là. Le sursaut, il est d'abord linguistique. Il faut rééquilibrer. Tant que le peuple ne comprendra pas ce qu'il y a dans sa constitution, tant que le peuple ne comprendra pas ce qu'il y a dans ses politiques de développement, tant que la langue dans laquelle on construit l'économie du peuple, c'est là une langue qui met le peuple à l'écart, on ne peut pas porter un développement. Moi, ma position, elle est très claire. C'est un professeur de français de formation qui vous parle. Aujourd'hui, moi, au Sénégal, les gens savent que ma plus grande présence médiatique, c'est la défense des langues nationales. C'est l'enseignement du Wolof. Le livre que je lis en ce moment est un livre en Wolof. Toutes les sciences sont transcrites dans nos langues. Pour moi, les volontés des révolutionnaires, ces révolutionnaires-là, c'est leur volonté, doivent être portées. Mais malheureusement, quand je regarde l'escarcelle politique africaine, aujourd'hui, même par ceux qui proposent les changements, qu'est-ce qu'ils nous proposent? Ils parlent de gestion, mais je ne vois pas cette philosophie-là. Et le sursaut, il n'est pas juste économique. Je vous le redis, la base, elle est linguistique. Le peuple est isolé. Le peuple ne comprend pas ce qui se passe dans ces textes qui le dirigent. Les conventions consignent, tout est signé dans des langues que le peuple ignore. Et je ne connais pas un seul peuple au monde qui s'est développé avec une langue d'emprunt. Maintenant, ces langues sont très utiles dans notre communication avec le monde. Ces langues nous permettent de faire cette émission-là. Je viens du Sénégal, nous ne parlons pas la même langue africaine, mais peut-être que si on m'avait enseigné le manding et que si on vous l'avait enseigné qui est une langue partagée sur l'espace ouest-africain, on aurait pu faire cette émission-là. Peut-être que si le Moré m'avait été donné en option en 2e année à l'université de Dakar, j'aurais pu le parler aujourd'hui. Moi, c'est autour de ces grandes réflexions-là que je pense qu'il faut poser des actes politiques.
Alors, effectivement, c'est en lien d'ailleurs avec la seconde question. C'est cette situation qui est là. Un espace ouest-africain où il y a une langue qui prédomine, mais qui n'est pas enseignée dans les différents pays. Maintenant aussi, au niveau des différents pays, vous prenez le Burkina, on a près de 60 langues, laquelle enseignée à toutes ces ethnies qui sont aussi jalouses de leur langue, de leur culture. Ça aussi, il faut avoir le courage de dire, et c'est cette difficulté-là aussi. Alors, comment est-ce qu'on fait concrètement avec ces réalités? Je ne connais pas le Burkina, au fond, même si j'y viens plusieurs fois par année, depuis plusieurs années, et que je considère que c'est mon pays, et que j'ai les mêmes droits que tout le monde. Mais la question que je pose dans tous les pays, c'est quand vous rentrez dans une boutique et que vous ne connaissez pas le commerçant, quelle est la langue que vous lui parlez? Ici, à Ouaga. Dès que vous rentrez, quelle est la langue spontanée que vous lui parlez? Mais pourquoi est-ce que les gens veulent accepter de parler le français qui vient d'un autre continent et refusent qu'on leur enseigne le moré, sous prétexte que ce n'est pas la langue de leur ethnie? Et la France serait la langue de quelle ethnie? Le français serait la langue de quelle ethnie? Il faut commencer par ce que j'appelle enseigner des langues majoritaires, mais en disant à l'enfant, dans les zones où il y a une forte autre langue, l'enseignement se fera dans ces langues-là. Mais pour ça, il faut que les enseignants eux-mêmes soient formés à enseigner dans leur langue. Au Sénégal, par exemple, on a peut-être moins de problèmes parce qu'on a le Wolof qui est parlé partout dans le Sénégal, même s'il y a des niches où le Wolof n'est pas la langue dominante. Mais dans des pays où, comme ce qui va arriver, c'est ce qui est arrivé dans certains États, dans certaines familles du Cameroun, hein, à la longue, on aura des enfants africains dont la langue maternelle est le français. Parce que quand vous avez un couple venu de deux groupes ethniques différents, et personne ne veut parler la langue de l'autre, l'enfant qui naît, on lui parle français. Quelle est la langue maternelle de l'enfant? Est-ce que vous savez qu'en Afrique de l'Ouest, aujourd'hui, en Afrique centrale, on a des enfants dont la langue maternelle est le français? Et ça, est-ce qu'on y réfléchit? À ce rythme-là, on a des déperditions linguistiques, et quand on perd une langue, on ne perd pas qu'une langue, on perd une pensée et un rapport au monde. Et peut-être que ce danger-là, les gens ne se rendent pas compte, mais on en est là aujourd'hui. Je connais des couples et des collègues dont les enfants ne parlent que français. En dehors du français, ils ne parlent aucune autre langue pour les enfants nés ici en Afrique. Alors, pour terminer avec ma série de questions, le Sud-Africain Steve Biko a dit que pour gagner l'opprimé, il faut avoir son esprit. Donc, c'est-à-dire que la force de l'oppresseur, c'est d'arriver à avoir l'esprit de l'opprimé. Donc, je parle de conscience africaine. Est-ce qu'elles sont atrophiées ou déteintes? Mais elles sont déteintes. Elles sont déteintes. Aujourd'hui, il faut se poser la question. Et vous savez, moi, ce que je peux reprocher au père des indépendances, malgré tout le respect que j'ai, parce que moi, j'ai un énorme respect pour eux, ce que je peux leur reprocher, c'est d'avoir compris comment la France s'est décolonisée de Rome et de ne l'avoir pas appliquée. Mais on sait bien que jusqu'au XIIIe siècle, le français n'existait pas. Jusqu'au IXe siècle, jusqu'à 832, avec les serments de Strasbourg, la langue n'existait pas. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait au XVIe siècle? Quand ils ont compris que la domination, elle était culturelle, qu'il fallait parler latin pour être dans l'administration, qu'il fallait parler latin pour être prêtre, etc., qu'est-ce qu'ils ont fait? Ben, ils se sont dit, on se regroupe et on crée une langue. Et ils ont créé le français. Le français est une création. Au XVIe siècle, et ils se sont dit, décolonisons déjà cette langue-là. Essayons de voir comment décoloniser nos esprits. Et la décolonisation des esprits ne passera que par une réappropriation de nos imaginaires. Et comment est-ce qu'on veut qu'un enfant, à partir de 3 ans, n'écoute que des dessins animés qui lui renvoient à un univers avec des animaux qu'il ne verra jamais de sa vie? Comment cet enfant-là, qui voit des dessins animés dans lesquels c'est toujours la petite souris qui frappe le chat, allez-y à Tom et Jerry, j'en fais la publicité, dans un continent où on lui dit il faut respecter l'ancien, il faut respecter l'aîné, il voit tous les jours, lui, que l'aîné est un traître qui te veut du mal, c'est de manière pernicieuse. Aujourd'hui, on parle de l'homosexualité. Regardez les couleurs de vos dessins animés que les enfants regardent. Regardons les couleurs. Ces enfants vont s'adapter à ces couleurs-là et leur esprit va l'incorporer et l'adapter. Donc je pense qu'il faut décoloniser nos imaginaires en pensant et repensant les programmes d'enseignement depuis le préscolaire. D'accord. Joseph Kizerbo disait qu'on ne se développe pas, on développe. Cette pensée-là pose l'épineuse question du développement. Quand on parle de développement, alors vers quel modèle économique faut-il aller?
quel développement il faut pour l'Afrique, ou est-ce qu'il faut penser un modèle, je dirais, original pour l'Afrique? Qu'est-ce qu'il faut finalement? Je dis souvent que le plus grand parti en Afrique, le parti qui a le plus grand nombre de militants en Afrique, messieurs de la Cour, le parti qui a le plus grand nombre de militants en Afrique, c'est le Parti pour le développement personnel. Chacun de nous adhère à ce parti-là. Il se bat le matin pour son développement personnel. C'est pourquoi Kizerbo a raison. Le modèle de développement, pour moi, pour l'Afrique, c'est un modèle centré sur l'agriculture. La revalorisation de l'agriculture et de la terre. Le modèle tertiaire a échoué. Le modèle administratif a échoué. On a montré qu'en faisant des fonctionnaires et en faisant des gens qui dépendent du salaire à la fin du mois, on limite les ambitions de développement économique. Aujourd'hui, il faut qu'on valorise l'agriculture et qu'on retourne à la terre et qu'on produise ce que nous mangeons. Tant que nous ne retournerons pas à l'agriculture, pour moi, on aura toutes les monnaies qu'on veut. La monnaie peut s'appeler éco, tout ce qu'on veut. Tant que nos paysans feront du cacao pour encore rentrer dans la boutique du coin pour acheter du chocolat qui vient de la Chine, avec le propre cacao, on aura des problèmes. Pour moi, il faut retourner à l'agriculture. Et pour moi, les fonctionnaires doivent commencer pendant les vacances à retourner cultiver dans leurs champs. Ils verront qu'ils ne dépendront plus de leur salaire. Juge Va. Et vous parliez tout à l'heure de quelque chose qui est assez intéressant, avec quelques exemples, ce que les enfants regardent et tout. C'est dans le détail que ce que nous avons comme valeur, on peut dire, est comme, je ne dirais pas attaqué, mais vous savez, soit vous défendez ce que vous avez, soit il est phagocyté, presque. Parce que petit à petit, dans ce qui est insoupçonné, vous ne vous rendez pas compte de ce que vous perdez. Et dans tout ça, l'Afrique se positionne comment? C'est esclave, maître du monde, comment? Esclave, oui, nous l'avons été, mais non, je refuse. L'Afrique n'est esclave de rien du tout. Mais si on ne fait pas attention, on va subir comme des esclaves. Et je suis parfaitement d'accord. Et cette tyrannie culturelle-là, Senghor parlait de civilisation de l'universel. On en parlera à la conférence ce soir à Saint-Nazaire avec les jeunes. De la civilisation universelle, la différence entre la civilisation universelle et la civilisation de l'universel dont parlait Senghor. De l'universel, c'est une part de tout pour faire de l'universel. La civilisation universelle, c'est ce qui est en train de nous être imposé. Et vous avez parfaitement raison. Le pire esclavage, disait Bob Marley, emancipate yourself from mental slavery. None but ourselves can free our mind. Because on n'attendra personne venir. Et c'est ça, ce cause-là qui m'intéresse. La décolonisation mentale, si on ne la réussit pas, on subira un esclavage pire. Et vous savez, le premier esclavage, c'est on vient, on vous emporte. Le deuxième esclavage, c'est mettez-vous dans des pirogues et venez. Tuez-vous en mer, parce que nous, on vous donnera des films qui vous montreront que notre ville est belle. On vous fera des films très tôt pour vous dire que chez vous, il y a de la pauvreté et de la guerre. Quand vous verrez des images de l'Afrique dans les médias, c'est la misère. Quand vous verrez des images de l'Europe, ce sera quelque chose de gai. Et on va habituer votre cerveau à ça, au point que quand vous courez pour venir vers nous, vous ne verrez plus la mer, vous ne verrez que la beauté qui vous attend. Vous avez parfaitement raison, monsieur le juge. Si on ne fait pas attention à ça, à ce que regarde notre enfant, si on ne fait pas attention à ce qu'on nous propose, à notre rapport au monde, mais on va être phagocyté. Et quand on est phagocyté, on est pire qu'un esclave, parce qu'on devient une sorte de légume. On ne bouge pas, on ne fait que consommer comme une éponge. Et on est en train de consommer parce qu'on ne produit pas beaucoup de contenu. Et comment vous voyez cette Afrique-là, maître du monde? Pour moi, l'Afrique n'a pas besoin d'être maître du monde, parce que être maître du monde, c'est avoir des esclaves. Pour moi, je pense que l'Afrique a suffisamment de ressources pour que ces intellectuels arrêtent, comme moi, de penser qu'ils n'existeront pas s'ils ne sont pas capables de produire un discours en français. Lesquels d'entre nous, les intellectuels, sommes capables aujourd'hui de porter une conférence pendant 4 heures de temps dans nos langues maternelles sans utiliser un seul mot des langues occidentales. L'Afrique maîtresse du monde est une Afrique où les démocraties ne sont pas des démocraties de vengeance, où on ne prend pas le pouvoir pour tuer ses adversaires. Cette Afrique-là sera une Afrique fondée sur des valeurs foncièrement ancrées. Aujourd'hui, je ne peux pas comprendre que les rapports entre les syndicats et l'État en Afrique de l'Ouest, les rapports en entreprise ne soient pas fondés sur le cousinage à plaisanterie. Ça permettrait de régler des problèmes, des tensions et d'arriver à des solutions de façon managériale. Cette Afrique-là qui va conquérir le monde est une Afrique unie. Et je le redis, je la vois
produisant ses biens sur terre, les transformant sur place, les consommant et dominant le commerce et ne représentant pas juste 1% des échanges au niveau mondial. Cette Afrique-là, c'est combien de milliards de population? D'accord. Alors, vous l'avez dit, l'Afrique, pour se développer, doit regarder le monde avec un œil nouveau, en lien avec sa culture. On doit redéfinir le contenu éducatif. Il faut créer un modèle économique. Et tout cela, vous partagez votre vision à travers vos livres, à travers les contes, à travers les conférences publiques avec les jeunes. Mais la réalité, il faut aussi une volonté politique. Il faut que le politique suive. Et à ce niveau-là, souvent, il y a des insuffisances. Est-ce qu'un jour, Dr Massamba Gueye peut aller sur l'arène politique? Jamais. Vous êtes catégorique? Jamais de la vie. Je suis plus heureux et plus utile à l'Afrique en étant apolitique. Il faut que les intellectuels le comprennent. Est-ce que votre posture n'est pas plus facile? Rester dans les salles de conférence, pourquoi pas ne pas aller sur le terrain pour impacter les jeunes? Et quand je fais 4000 km en voiture, quand je ne bois pas, quand je ne mange pas pour collecter le patrimoine africain, pour faire des livres et enseigner à des enfants, en quoi le politicien a plus de mérite que moi? En quoi est-ce qu'il a le plus de mérite que moi quand je prends l'avion et que je viens ici pour changer les consciences des jeunes? En quoi un politicien qui fait un meeting et qui détourne l'argent du peuple est plus utile qu'un intellectuel qui travaille sur les consciences? C'est ça aussi cette vision qu'il faut changer. Quand j'étais affecté à enseigner dans la province, il n'y avait ni eau ni électricité. Les élèves que j'avais aujourd'hui sont des directeurs généraux et des inspecteurs des impôts et des domaines et dirigent des programmes. Moi, j'ai la chance d'avoir été félicité par un de mes anciens élèves qui est devenu la plus jeune députée, 27 ans à l'Assemblée nationale. Parce que je prenais de mon salaire, j'amenais mes élèves dans mon salaire avec des bus pour aller voir des spectacles, pour avoir l'esprit critique. Ces élèves aujourd'hui font partie des leaders africains. Je pense que je n'ai aucun complexe et je ne ferai pas de la politique. Je ne suis pas un politicien. Je n'appartiens à aucun parti politique et ce qui me permet d'être conseiller dans le cabinet du président et d'avoir la liberté de ton que j'ai aujourd'hui. Et cette dignité de liberté de ton, je ne l'échangerai contre aucun poste politique parce que je n'aspire à aucun mieux-être dû à une fonction politique. Ce que vous dites est très intéressant parce que vous portez également un combat politique, même si vous n'êtes pas dans un parti politique pour affirmer une politique politicienne, mais c'est un combat politique qui, à la fin, aussi doit être porté par un homme ou une femme politique dans les sphères de décision qui dit, à partir de maintenant, un tel par ses conférences m'a outillé quand j'étais au lycée, je suis arrivé à ce niveau de responsabilité, on change maintenant cette façon de faire, on va intégrer les langues nationales et ceci. Toutes ces deux personnalités que j'ai prises, que ce soit Thomas Sankara ou que ce soit Tomba Albay, sont des hommes politiques qui ont aussi tracé des sillons. Mais à un moment donné, il faut aussi le politique pour porter le combat. Parce qu'un combat militant, aussi noble soit-il, s'il n'est pas porté aussi par le politique, ça va rester à un stade embryonnaire. La plante va pousser, mais peut-être n'aura pas de fruits à la fin parce que pas arrosé. Donc, je pense beaucoup plus, le commentaire que je fais, vous êtes beaucoup plus complémentaires. On a des hommes politiques qui ne sont pas du tout des exemples. Là, il faut avoir le courage de dire, mais on a aussi des hommes politiques qui portent de l'idéal, qui portent également les valeurs et les combats que vous portez et que vous ne refusez, par exemple, de venir en arrière-plan. Mais lui, il en fait une raison effectivement de militer en politique. Est-ce que ce n'est pas beaucoup plus... C'est pas mieux de jouer la carte de la complémentarité plutôt de dire que c'est un mur étanche? Parce que quand je vous écoute, c'est un combat politique que vous menez. Non, mais quand je parle d'action politique, l'action politique n'est pas toujours portée par une politique. Je suis parfaitement d'accord avec vous, monsieur le juge. Et la question que je pose, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on pense qu'il faut aller dans un parti politique, acheter une carte. Non, c'est un jeu qui est installé par les politiciens pour que les intellectuels, les universitaires viennent adhérer avec eux, se mettre derrière eux. On a constaté en Afrique, par exemple, que pour être ministre, pour être quoi que ce soit, il faut être dans le champ politique. Les technocrates, c'est rare de les voir à des postes. Maintenant, si vous êtes derrière la course de la position, vous allez laisser cette position-là. Moi, je préfère être l'entraîneur, comme j'ai dit, l'entraîneur qui réfléchit et qui donne des stratégies. Après, il y aura certainement des joueurs pour faire des Karim Benzema ou bien des Adebayor qui vont marquer des buts. Il faut qu'on sache que chacun a son rôle dans la société. Il faut comprendre pourquoi on est descendu sur Terre, faire les limites de sa mission et travailler à rendre cette mission-là utile. Sinon, on va s'éparpiller. Et on va faire... Moi, je serais un très mauvais politicien.
Je peux pas passer mes week-ends à aller à des meetings alors que je sais qu'il y a à lire, il y a à produire, il y a des textes à faire, il y a des comptes à collecter, il y a des livres à éditer pour que notre patrimoine ne parte pas. Je vais être peut-être dans ce parti politique-là et comme vous l'avez dit, je suis dans des sphères de décision et j'accompagne les leaders en réfléchissant. Je suis expert pour des institutions internationales et dans ces institutions-là, j'essaie de poser. Aujourd'hui, je travaille en tant qu'expert dans un groupe pour l'UNESCO pour qu'on repense le système éducatif en Afrique. Pour moi, c'est de la politique et c'est ça, cette politique-là. Oui, ça, je suis d'accord, monsieur le juge. Là, je peux être politicien. Merci, docteur Massamba Gueye. Alors, avec vous, nous avons parlé de l'Afrique et de son futur. On l'a dit, hein, l'Afrique est-elle maître ou esclave? C'est cette question qu'on s'est posée. Comment justement porter un regard sur ce continent-là aujourd'hui et comment également envisager son lendemain? Avec vous, nous avons eu des clés de lecture. Il est difficile justement d'épuiser ce sujet en 1 heure, mais avec vous, on a eu quelques ébauches. Merci, monsieur le juge, pour également vos clés de lecture. Je rappelle que notre convoqué du jour, il est chercheur, écrivain, conteur, poète, critique littéraire. Merci d'être venu sur ce plateau. Alors justement, pour impacter la jeunesse, vous avez rendez-vous ce soir au CNASA avec justement les plus jeunes pour parler de jeunesse, patrimoine immatériel et leadership jeune. C'est un rendez-vous qui est voulu par l'association African Golden. C'est justement cette association qui vous a invité à Ouagadougou. Merci d'être passé, docteur Massamba Gueye. Chers téléspectateurs, auditeurs de Tweet TV Watt FM, on se donne rendez-vous demain pour la même mission. Poser un regard critique sur l'actualité, mais en attendant, restez fidèles à ces médias-là.